Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal de 20h, voici les titres. Le chef de l'État appelle en questionnement permanent sur nos rapports à la démocratie, à ses règles de gouvernance et au traitement de l'information. Le président Macky Sall a reçu ce jeudi le rapport du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. 4 avis ont été émis en 2013. Et puis le Premier ministre lance le projet sectoriel eau, assainissement, 29 milliards pour des ouvrages dans 5 régions du Sénégal. La notation financière au tableau ce soir dans la rubrique économie. Aram Ndao nous dévoile les contours de cette notion tirée des anglo-saxons. En Afrique, la culture de la notation financière prend forme, plusieurs entreprises s'y prêtent. Bonsoir à tous. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel prône la préservation des équilibres dans l'espace audiovisuel sénégalais. Le CNRA a remis ce matin son rapport 2013 au chef de l'État. Le document insiste sur une meilleure prise de conscience des problèmes. Dans le monde en constante mutation, le président Macky Sall demande aux auditeurs et diffuseurs de contenu de faire preuve de plus de responsabilité. Aboubakri Kane. Dans ce rapport 2013, le CNRA a procédé à un tri dans l'actualité de l'industrie des médias et formulé les nouveaux enjeux qui se posent aux acteurs de l'audiovisuel. Pour l'année 2013, le Conseil national de l'audiovisuel a forgé des concepts et outils lui permettant de réguler autrement. Au préalable, il a été question pour l'équipe du CNRA de repréciser son champ d'application. Cartographier le secteur, poser le cadre conceptuel, juridique et culturel de la régulation. Puis se penser et s'organiser en régulateur moderne. Pour autant, la mission fondamentale des médias demeure: informer, éduquer et divertir. La mission fondamentale du régulateur demeure encore préserver les équilibres au sein de la société médiatique et de la société sénégalaise. Sur la base du monitoring effectué par ces services, le CNRA a dans ce rapport mis l'accent sur notamment la protection du jeune public, une composante de la population dont la diffusion d'images, de propos et d'actes heurte parfois la sensibilité. Le non-respect du cahier des charges, les jeux interactifs, la publicité abusive ou encore la protection des couches vulnérables sont autant de thèmes abordés dans ce rapport. Le CNRA attire ainsi l'attention des producteurs et diffuseurs d'images sur le respect de la diversité et l'équilibre dans le traitement des informations. Vous êtes quotidiennement en action et de façon exemplaire pour aider à une bonne régulation du travail des radios et des télévisions au Sénégal. Vous faites ainsi honneur à vos fonctions. Je magnifie votre action pour le respect des différences et de l'équilibre national, ainsi que la promotion de la qualité des contenus audiovisuels en conformité avec nos valeurs socio-culturelles. Le paysage médiatique est devenu pluriel et turbulent. Avec l'Internet, la production et la diffusion d'informations et de contenus ne sont plus l'apanage des professionnels. Les blogueurs sont là qui l'attestent chaque jour, plus jeunes, techniquement plus performants, plus rapides, plus lus, plus vus, et probablement moins conscients et moins formés à leurs responsabilités. La société médiatique et la société sénégalaise avec elle se trouvent confrontées au désagréable et préoccupant problème de nivellement par le bas, disons-le tout net, de détournement de vocation, de détournement de la noble mission d'informer, éduquer et divertir. Le CNRA place donc les éditeurs de contenu devant leurs responsabilités. Le président de la République a salué le travail remarquable des médias aux heures de doute et aux moments d'incertitude. Leur engagement a fait faire au Sénégal des pas de géant dans son processus démocratique. Une démocratie qui n'est plus à atteindre, mais plutôt à défendre, protéger et consolider. Comme le font observer les dialecticiens, toute chose qui évolue porte en elle-même les mutations de sa propre destruction. Alors c'est pourquoi nous avons besoin d'un questionnement permanent de nos rapports à la démocratie, à ses règles de gouvernance et au traitement de l'information comme source de sa vitalité. C'est en cela que la responsabilité des producteurs et diffuseurs de contenu dans les médias sera toujours convoquée. La logique marchande ne doit pas avoir raison des objectifs
de préservation de l'unité nationale. Lorsqu'un homme d'affaires veut rentrer dans la presse en tant qu'entreprise de presse, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Cela, pourvu qu'on respecte la déontologie dans le métier. Mais on ne peut pas créer un organe de presse, une entreprise de presse pour en faire une arme de chantage économique ou politique. Entre autres missions donc des professionnels de l'information et de la communication, former un citoyen armé pour comprendre la démocratie et contribuer à son renforcement. La démarche innovante du CNRA dans sa communication en direction des diffuseurs et du grand public a également été saluée par le chef de l'État. Réguler l'audiovisuel est un énorme chantier. Il le sera davantage avec le basculement de l'analogique au numérique. Pour le président de la République, les membres du CNRA sont bien outillés pour défendre l'unité nationale, la protection du citoyen et des institutions sans discrimination. Autre rapport remis au chef de l'État, celui du Conseil économique, social et environnemental. Hier, les membres de l'institution ont fait des réflexions et des recommandations sur plusieurs secteurs tels que la santé, l'agriculture ou encore l'emploi des jeunes. Radical. Depuis son installation et conformément à ses attributions, le Conseil économique, social et environnemental, dans un souci d'accompagner le gouvernement dans la prise en charge des préoccupations des populations, a identifié des thématiques sur lesquelles de larges concertations lui ont permis d'apporter sa contribution. Des réflexions qui ont porté entre autres sur la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'énergie et l'agriculture. Le Conseil économique, social et environnemental est le conseiller privilégié des hautes institutions de notre pays. Nous demeurons donc convaincus que ces institutions, destinataires de nos recommandations, en feront le meilleur usage pour un développement harmonieux de notre pays, fondé sur la croissance et le progrès social. D'ailleurs, tout en se félicitant de la précieuse collaboration du gouvernement et de l'ensemble de ses services, pour l'élaboration du rapport, nous reconnaissons qu'il s'agit là d'une réflexion partagée à laquelle chaque membre de notre administration a apporté sa contribution. Mais comme vous l'aurez constaté, Monsieur le Président de la République, notre rapport annuel est le fruit d'un travail d'autosaisine exclusivement. Aussi, voudrions-nous inviter le gouvernement très respectueusement et l'Assemblée nationale à procéder à des saisines régulières du Conseil sur des questions d'actualité en vue de permettre à notre institution de jouer pleinement son rôle d'organe d'aide à la prise de décision. La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tall, a salué les importants efforts entrepris par le gouvernement pour mettre le pays sur la voie de l'émergence économique. Durant la première session ordinaire de l'année 2014, le CESE a examiné les thèmes relatifs au financement de l'entreprise sénégalaise et la participation des nationaux au PSE. Les membres du Conseil ont également échangé sur le dispositif de prévention et de gestion des crises dans l'espace scolaire et universitaire. Ainsi, l'institution veut montrer toute sa disponibilité à accompagner le gouvernement dans sa mission d'instaurer un système éducatif performant et apaisé. Le président Macky Sall s'est réjoui de la qualité des réflexions et recommandations inscrites dans le rapport. Cette approche visant la participation effective et positive des citoyens à l'action publique est un critère déterminant de bonne gouvernance. Elle contribue notamment à la consolidation d'une culture républicaine autour d'un projet de société commun. Nous mesurons l'ampleur des défis qui interpellent notre pays. Je constate que des secteurs entiers de la vie économique et sociale ont été visités, des thématiques importantes abordées et surtout des recommandations pertinentes formulées en vue d'une prise en charge efficace des préoccupations de nos concitoyens.
Face aux enjeux du développement, les politiques publiques doivent être mieux éclairées, mieux conçues et mises en œuvre avec pragmatisme dans une dynamique de performance, dira le chef de l'État. Les problématiques que vous avez abordées, éducation, formation, emploi, énergie, agriculture, décentralisation et développement territorial, compétitivité de notre économie, constituent des actions prioritaires de l'État. L'éducation, la formation et l'emploi restent des piliers de notre politique de développement. En définitive, il s'agit de créer pour chaque Sénégalais les opportunités d'accéder à un emploi stable et à un travail décent, surtout pour les jeunes. Je saisis ce moment privilégié pour lancer un appel aux acteurs du système éducatif, du préscolaire au supérieur, en passant par l'élémentaire et le moyen secondaire, pour la pacification durable de l'espace scolaire et universitaire. Le président Macky Sall a magnifié l'excellence des relations que le CESE entretient avec les conseils économiques et sociaux et institutions similaires dans le monde. Le Conseil économique, social et environnemental doit être un cadre privilégié de concertation et de médiation pour davantage éclairer et soutenir l'action gouvernementale. Lors de cette cérémonie, le président Macky Sall a demandé au secteur privé national de s'investir dans les projets phares du gouvernement, notamment dans les domaines de l'immobilier, mais également de l'agro-industrie. Le secteur privé international est également invité à venir au Sénégal. Le président Macky Sall, que nous écoutons. Nous avons déjà indiqué, lors du lancement du pôle urbain, que tous les privés sont invités à se manifester. Nous leur donnerons des terrains. J'avais précisé que ces terrains ne sont pas à vendre. Ils ne feront pas l'objet de spéculation. Mais ceux qui sont capables de faire de la promotion immobilière ou du développement sont les bienvenus. Et parmi les 5 sociétés qui ont été choisies, les 3 sont sénégalaises. Il s'agit de Chetran, qui est le premier, qui est donc le propriétaire des grues que vous voyez sur l'autoroute, qui a déjà commencé à travailler. Alors même qu'il n'a pas encore son bail, mais il a l'affectation, il a mis son dispositif pour une offre de 28 immeubles qu'il est en train de construire. Vous avez également Yérim Sow, qui est un Sénégalais, qui a des terrains qu'il est en train de mettre en œuvre, et il y a une 3e Sénégalaise, une certaine Madame Diop, qui s'est engagée. Là aussi, j'ai déjà mis en garde. Parce qu'il n'est pas question de laisser des terrains qui vont dormir à Diamniadio. Moi, je veux réaliser des choses dans le temps. Donc ceux qui veulent aujourd'hui, quelle que soit, disons, la nationalité, sénégalaise d'abord, en priorité, mais si j'ai des Australiens qui sont prêts à développer, je leur donne. Mais donc, il n'y a pas de problème. Nous avons les espaces qui sont là, c'est disponible. Mieux, j'ai dit que nous allons élargir une nouvelle perspective ici au plateau. Par rapport à d'anciennes bâtisses, nous avons besoin de rénover la ville. J'invite les architectes également à participer dans cette dynamique. J'avais déjà ordonné au gouvernement de lancer un concours d'architecture pour l'aménagement de la corniche. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'instruire le ministre de l'Urbanisme de saisir l'ordre des architectes pour que ce concours soit lancé et mis en œuvre. Nous invitons les uns et les autres. Il n'y a pas d'exclusion. Il suffit quand même de se manifester et de prouver qu'on peut mettre en œuvre tout simplement les offres qui sont là et qui sont disponibles pour l'ensemble du secteur privé, encore une fois. Mais je ne peux pas exclure le secteur privé international, c'est clair, puisque nous avons besoin d'investissements directs étrangers. Et tout cela, c'est dans l'intérêt de notre pays. Un nouveau projet de 4 ans pour l'amélioration de la qualité de l'eau et le traitement des eaux usées, 29 milliards pour les régions de Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Louga et Dakar. C'est le Premier ministre Mohamed Dionne qui a procédé au lancement de ce projet sectoriel au assainissement. Maman Moussagno.
72% de femmes, 38% de filles et garçons sont souvent mobilisés par les corvées d'eau au Sénégal. Dans certaines localités, des enfants ont même cessé d'étudier à cause de cette situation pénible. Le PSA, le projet sectoriel eau-assainissement, veut améliorer le niveau et la qualité de la desserte en eau par la création d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement et mettre fin ainsi à ce calvaire de certaines populations. À travers ce financement de 29,5 milliards de francs CFA pour la période 2014-2018, le PSEA contribuera à ériger ainsi des infrastructures tendant à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les régions de Louga, Kaffrine, Tambacounda ainsi que dans les villes de Ziguinchor et de Dakar. Le projet compte également contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Déjà, les résultats sont satisfaisants en matière d'eau potable. Aujourd'hui, force est de constater et d'apprécier positivement l'efficacité de ce concours financier de 19 milliards de francs CFA ayant contribué aux résultats satisfaisants obtenus en matière d'accès à l'eau potable où les cibles pour les OMD sont désormais atteintes avec des taux respectifs de 84,1% et 98% en milieu rural et urbain. Durant les 4 prochaines années, le PSA envisage de construire 20 forages, 17 000 latrines familiales et mettre en place 7 000 branchements particuliers en milieu rural. En milieu urbain, 20 km de réseaux sont à renouveler, 22 autres créés, 2 stations de pompage et d'épuration construites à Ziguinchor, tout cela grâce à l'appui de la BAD. Ce projet, comme on l'a dit, est la 3e phase de notre intervention au Sénégal. On a démarré depuis 2005. 2005 et 2009, on a financé 2 sous-programmes qui ont totalisé 40 milliards de francs CFA. Le projet coûte 29 milliards CFA. Il est supervisé par le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. Et puis le Premier ministre s'est prononcé sur la réhabilitation du collecteur reliant les quartiers de Hann et de Fann, une conduite de quelques 8 km sur laquelle habitent des centaines de familles en danger permanent. Mohamed Dionne invite les populations concernées à une prise de conscience et au ministre de l'Hydraulique le démarrage dans les meilleurs délais des études. Propos recueillis par Maman Moussagnan. De près de 8 km, 7,7 km, qui est quand même vieille. Une conduite qui a aujourd'hui 70 ans. C'est ça le collecteur Hann-Fann. Et qui est rempli de gaz H2S, je pense. Un gaz mortel. Et sur lesquels, malheureusement, nos populations ont construit. Non seulement les populations. Je pense sur le tracé, il y a même 3 mosquées. Donc c'est quelque chose qui urge. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, ici, demander aux populations qui sont sur les impenses, sur ce tracé, de comprendre que ces populations vivent un risque. Et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour justement minimiser. Parce que c'est un problème de sécurité. Donc c'est un des dossiers urgents que nous allons regarder. Et nous saluons ici l'apport de la BAD dans le cadre du PSEA pour finaliser les études techniques en vue d'un démarrage de la construction, de la réhabilitation de cette conduite. La population sénégalaise est officiellement estimée à 13 508 715 habitants. Ce chiffre est publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui a aussi fait d'autres révélations statistiques. Des hommes et des femmes se sont mobilisés pour la fiabilité des données. Abbas Sow a assisté à l'atelier de restitution des résultats définitifs issus du dernier recensement de la population. 6 mois après la publication des résultats provisoires du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, le moment de rendre officiels les résultats est arrivé. La mine d'informations collectées révèle une population de 13 508 715 habitants, une population en majorité composée de jeunes et de femmes.
Les caractéristiques économiques du Sénégal prouvent que seuls 58,2% de la population est en âge de travailler et 25,7% de chômeurs sont dénombrés. Ce rapport a aussi pris en compte les taux d'alphabétisation, de scolarisation, du niveau d'instruction et de la formation professionnelle. 2 852 983 apprenants sont recensés dans le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire. Les personnes en situation de handicap ont été enregistrées. Cette population s'élève à 138 897 personnes, sans compter les disparités du taux de fécondité, de stérilité en milieu rural et urbain. Ce taux varie selon les régions et il est jugé stable depuis 2002. Les ménages agricoles sont évalués à 755 532. Les résultats de ces enquêtes, qui portent sur la variable démographique, les questions de vulnérabilité, les causes et les déterminants de la pauvreté, méritent de notre part une attention particulière. L'assistance que le PNUD, à travers le PRODES, apporte à l'ANSD est la suite logique d'un long processus de partenariat dynamique dont le cadre programmatique est le schéma directeur de la statistique. Les cultures vivrières sont estimées à 91%. La culture du mil occupe la première place avec 38%, suivi du niébé avec 24%, du maïs avec 20%, du riz avec 9% et le sorgho 8%. L'arachide occupe la première place des cultures industrielles avec 75% et 28,2% de Sénégalais pratiquent l'élevage. Ces chiffres permettent de définir une bonne politique économique et sociale. À travers ce recensement, l'ANSD a mis en place toute la procédure adéquate afin de garantir un niveau de qualité irréprochable aux données produites. Pour réaliser ce travail, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a mobilisé un peu plus de 13 milliards de francs CFA grâce au concours des partenaires au développement et de l'État du Sénégal. L'équipe d'enquêteurs a sillonné le territoire national à la quête de la bonne information depuis mars 2012 et un peu plus de 20 000 personnes ont contribué au recensement de la population sénégalaise. Production d'électricité, la Sénélec est allée chercher 20 MW de plus chez son homologue mauritanien, la Somélec. Les deux sociétés d'électricité se sont entendues pour l'achat de la production excédentaire de la Mauritanie. L'accord fait suite à la signature en 2012 d'un protocole de coopération internationale sur l'électricité et le gaz. Fatimata Bandelba. Pour faire face à son déficit d'énergie, la Sénélec a sollicité l'achat de tout excédent d'électricité de la Somélec. Les deux parties ont paraphé un contrat de cession d'énergie excédentaire dans la période de décembre 2014 à 2017. Cette signature de la vente d'électricité par la société mauritanienne d'électricité à la société sénégalaise Sénélec concrétise tout d'abord une volonté politique des deux chefs d'État qui avaient à plusieurs occasions instruit les gouvernements pour travailler ensemble dans le cadre des échanges d'énergie entre les deux pays. Nous allons nous retrouver sous peu aussi pour signer un autre contrat d'une grande envergure dans le domaine du gaz, parce que c'est ça l'enjeu et l'objectif. Cet accord va permettre à la Sénélec d'acheter 20 MW au prix de 101,25 francs le kWh. À cet effet, en cas de panne de machine, il pourra sans problème alimenter les populations en électricité. Bientôt, nous pourrons avoir au minimum 20 MW. Ces 20 MW seront portés à 80 MW. À titre de comparaison, notre demande actuelle est inférieure à 500 MW. Donc, si on part jusqu'à 80 MW, ça va représenter une part importante, jusqu'à 15% de notre demande. Donc, c'est un élément important, non seulement pour fiabiliser la fourniture, mais également nous aider à baisser les coûts de production. La Mauritanie a accepté de partager avec le Sénégal ses réserves de gaz naturel. L'énergie achetée dans le cadre de ce contrat va permettre de baisser les dépenses de combustible des turbines à gaz et des locations. Nous faisons à nouveau le point sur les OMD 4, 5, 6 et 7, avec notamment le projet des villages du millénaire. À moins d'une année de l'échéance pour l'atteinte des OMD, la communauté rurale de Léona, dans la région de Louga,
a fait d'énormes progrès dans les composantes santé et eau, mais également hygiène et assainissement. La couverture médicale universelle est de 100% à Potou et Léona. Les taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dépassent les 90%, des avancées qui ont amélioré le quotidien des habitants. Maïmounassier. Jour de marché hebdomadaire à Léona, l'activité se déroule à proximité du poste de santé, le tout premier qui, jusqu'en 2006, polarisait les 109 villages de la communauté rurale du même nom avec ses 35 000 habitants. Aujourd'hui, la localité située à 27 km de Louga dispose de 6 postes de santé, dont un construit par les populations elles-mêmes. Un grand bond dans l'accès aux services sociaux de base grâce au projet des villages du millénaire. Quand nous avons permis à ces villages d'accéder à l'eau, d'accéder à l'électricité, de développer leur culture de rente, notamment l'oignon, on a vu tout de suite que les investissements sont allés dans les ménages. Pour faire le constat, nous avons parcouru une douzaine de kilomètres sur piste pour rallier Wéré, village peul d'un peu plus de 5000 âmes. Les habitations en finition témoignent de l'investissement. Chez Mamadou Sow, le porte-parole du chef de village, le cadre de vie et l'environnement ont visiblement changé. L'eau potable, jadis un luxe, est aujourd'hui accessible à tous, de même que l'assainissement. Ce canari, témoin muet de plusieurs décennies, est hors service depuis la connexion au réseau d'adduction à l'eau potable. Depuis OMD en 2006, c'est en 2006 que nous avons eu le premier robinet, celui que vous apercevez là-bas dans la cour. Nous pensions que nous ne pouvions plus avoir mieux. C'est à la suite que tous les ménages ont eu droit à l'eau potable, jusque dans les foyers. Une satisfaction pour les femmes qui parcouraient plus de 2 km à la recherche d'eau douce. À l'époque, nous n'avions plus aussi de latrines. Il n'y en avait que 5 au total. D'après la dernière évaluation de l'année 5 du projet des villages du millénaire, l'objectif de l'OMD 5 est presque atteint à Léona et à Potou. Les taux de réalisation sont de 82% pour l'accès à l'eau potable et 93% pour l'accès aux toilettes améliorées. Ces performances notées dans le volet eau, hygiène, assainissement ont eu un impact considérable sur la santé maternelle et infantile. Les résultats rassurent grâce à des stratégies axées sur la gratuité des soins. On est passé de 120 décès pour 1000 naissances à 74. Et à l'heure actuelle, nous tournons autour de 36 décès pour 1000 naissances vivantes. Et il y a aussi à noter la gratuité des soins qui règne au niveau de la communauté rurale. Il y a aussi une gratuité au niveau des médicaments. Donc, il y a aussi un pool de relais qui est ici. Chaque ménage, il y a un relais qui fait le suivi. Ce système est combiné à la mise en place d'une plateforme électronique d'offres de services de santé. 45 relais communautaires ont été recrutés à cet effet. Seynabou Ndiaye en fait partie. Et ce matin, elle a rendez-vous avec la famille Kébé. La sensibilisation à domicile se fait à travers la pédagogie par l'image. Nous conseillons en premier lieu à la femme enceinte d'aller faire ses visites, faire la vaccination contre le tétanos. Nous lui rappelons les comprimés en fer qu'elle doit prendre et d'autres conseils pratiques. Nous lui demandons aussi de se prémunir du paludisme en dormant sous une moustiquaire imprégnée. Ces efforts consentis dans la prise en charge sanitaire assurent par conséquent une autonomisation des ménages, notamment les femmes. Les femmes sont vraiment beaucoup plus à l'aise. Chacune a aujourd'hui une situation financière qui lui permet d'être à l'abri des imprévus. Tout cela est possible grâce aux activités économiques comme le petit commerce et les autres activités génératrices de revenus. Elles sont soit au marché hebdomadaire de Potou ou de Léona, soit dans l'agriculture. Néanmoins, comme dans toute évaluation, des points faibles sont enregistrés. Ce qui est difficile pour le moment, c'est un peu comment
réduire la mortalité maternelle. Parce que malgré tous les efforts que nous consentons, quand même, il y a des lacunes au niveau du système de santé, parce que c'est un continuum. Actuellement, nous avons une mutuelle de santé communautaire avec la couverture médicale universelle et nous voyons que nous devons faire des efforts dans ce sens pour pousser les ménages à adhérer au maximum à la mutuelle de santé. Nous avons déjà fini de recenser tous les indigents et nous sommes en train de prendre des dispositions pour accompagner leur prise en charge dans leur mutuelle. Parmi les points à améliorer figure aussi l'achèvement scolaire. Les résultats sont moins performants que dans les autres volets et restent liés aux réalités socioculturelles. Pourtant, la communauté rurale de Léona, devenue commune, dispose aujourd'hui d'une 50aine d'écoles primaires, de 3 collèges et d'un lycée. Ces structures éducatives devraient mieux contribuer à la formation scolaire de la jeunesse locale, mais pour l'heure, c'est le temps des vacances. Les objectifs du millénaire pour le développement, c'est le prétexte pour lequel nous recevons M. Boubacar Seck. Il est le directeur exécutif du CONGAD. Bonsoir M. Seck. Bonsoir. Alors, 2015, c'est dans 3 mois. Le Sénégal sera-t-il justement au podium du millénaire pour le développement? Dans un certain nombre de secteurs, je pense qu'on peut dire que notre pays sera au rendez-vous. En ce qui concerne notamment l'accès à l'eau potable, des efforts considérables ont été faits, aussi bien dans les centres urbains que dans l'espace rural. Nous avons également pu constater, sur la base des évaluations faites par nos cellules régionales, la direction exécutive du CONGAD, avec le soutien de son conseil d'administration, que dans le secteur de l'éducation également, où nous avons fait une évaluation prospective du PDF, qu'il y a eu des avancées en matière d'accès et de réalisation de construction de salles de classe. J'aurais pu également évoquer d'autres secteurs où nous avons constaté ces évolutions. Mais il faut aussi être lucide et considérer qu'il y a eu des manquements parfois, des insuffisances dans ce qui a été fait. Et je reviendrai sur un certain nombre de points concernant ces contraintes-là. Justement, quels sont les OMD où vous avez noté des insuffisances dans la politique menée par le Sénégal? Je voudrais d'abord évoquer les secteurs où nous avons fait des progrès sensibles, pour relever qu'il y a également des défis qui restent encore à prendre en charge dans ces domaines-là. Dans le secteur de l'éducation notamment, nous avons un certain nombre de contraintes qu'il faudra tôt ou tard adresser, qui portent notamment sur l'instabilité du système, mais également sur la gouvernance du système. Quand vous allez dans les écoles, vous vous rendrez compte que les comités de gestion, par exemple, ne fonctionnent pas bien ou bien n'ont pas été bien installés. Donc, il y a à ce niveau un effort à faire pour améliorer la gouvernance globale du système et donc améliorer l'efficacité de la dépense dans ce cadre-là. L'autre aspect qui concerne toujours la question de l'éducation, c'est un peu comment résorber les abris provisoires. On ne peut pas parler de qualité ou même avoir des objectifs dans ce domaine-là tant qu'on n'aura pas résolu de façon définitive cette question. Notre pays a globalement besoin de 65 milliards pour éradiquer les abris provisoires dans les 14 régions administratives. Cet effort doit être fait pour qu'on sorte de cette situation où on a encore des enfants qui vont à l'école dans des conditions inappropriées. Dans le domaine de l'eau également, où nous avons fait des progrès, contrairement au secteur de l'assainissement, il y a encore des choses à faire. On est dans un processus de réforme notamment de l'hydraulique rurale, où il faudra prendre en charge un certain nombre de défis. L'eau coûte très cher dans l'espace rural. Il y a même des communes rurales où ce prix-là avoisine les 800 francs le mètre cube. Et donc, il y a un effort à faire à ce niveau pour renforcer les capacités de production, améliorer le système de gestion et également prendre en charge la question essentielle de la maintenance des réalisations. Voilà pour ce qui concerne les secteurs clés où on a fait des progrès considérables, comme dans le secteur de la santé. Là aussi, il y a un certain nombre de contraintes. Quelqu'un l'a évoqué dans l'élément précédent. On a un taux de mortalité maternelle qui reste élevé pour une raison très simple. Dans un certain nombre de districts à faible performance, on n'a pas toujours le personnel qualifié nécessaire, ni même le plateau technique pour une offre de soins et de services qui soit à la hauteur des besoins. Et donc, c'est la raison pour laquelle le CONGAD a pris l'initiative avec le ministère de la Santé, dans le cadre du programme Gavi, renforcement du système de santé, de mettre à disposition
20 sages-femmes dans un certain nombre de districts, parmi lesquels je peux citer Bunkiling, donc pour améliorer l'offre de santé qui est faite aux populations. Alors, quelles sont les lacunes du Sénégal, justement? Est-ce que ce sont les moyens qui ne répondent pas à l'ambition ou ce sont les stratégies mises en œuvre? La question des moyens est un problème réel. Notre pays est un pays du Sud sous-développé qui n'a pas toujours les ressources nécessaires. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a un effort à faire pour améliorer l'efficacité de la dépense publique. Si vous allez dans les hôpitaux, si vous allez dans un certain nombre d'établissements scolaires, ou bien même dans un certain nombre de secteurs, y compris dans le secteur de l'accès à l'eau, vous vous rendrez compte qu'il y a des marges qui restent. Et donc, on peut faire un effort considérable à ce niveau, simplement avec plus de transparence, plus de rigueur dans l'utilisation des ressources. Il n'est pas normal qu'on consacre des centaines de milliards, par exemple, au système d'éducation et qu'on se retrouve chaque année de façon récurrente face à des problèmes de disponibilité d'intrants ou d'autres problèmes de ce genre-là. Dans le secteur de la santé également, où l'effort qui est demandé aux ménages est assez important, mais également où l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs tels que la couverture maladie universelle, le système de gratuité. Il y a encore un effort à faire à ce niveau. Maintenant, il est clair que nous avons besoin de ressources additionnelles. Il faudra aller les chercher auprès des partenaires extérieurs du Sénégal, mais aussi à partir des ressources nationales, pour accroître cet effort d'investissement dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'accès à l'eau, à l'assainissement, qui reste un gros problème également, parce qu'on a des taux d'accès à l'assainissement extrêmement faibles au Sénégal. Tout cela contribue à lutter sans doute contre la pauvreté. Alors, M. Seck, dites-nous, est-ce qu'on n'a pas été trop ambitieux par rapport à ces objectifs du millénaire pour le développement? On n'est jamais trop ambitieux pour le développement d'un pays, y compris pour les pays du Sud. Nous pensons même que nous devons aller plus loin. La difficulté majeure que nous avons ici, c'est des problèmes d'approche. Est-ce qu'il faut lutter contre la pauvreté à travers des programmes, y compris simplement des programmes de soutien, ou bien faut-il articuler à ces programmes-là de prise en charge de filets sociaux à des programmes de déconstruction de la pauvreté et qui, cette fois-ci, cibleraient notamment l'investissement dans des secteurs qui ont un potentiel? Je veux parler ici du secteur agricole. Il est sans doute nécessaire d'offrir des bourses aux ménages les plus vulnérables. C'est absolument nécessaire dans le contexte actuel. Mais parallèlement, l'effort d'investissement dans les secteurs porteurs doit être poursuivi et intensifié. Le jour où on aura suffisamment de ressources dans l'agriculture pour lever les contraintes liées à l'accès à l'eau, à l'aménagement, aux infrastructures de stockage, à la question essentielle des semences et du stockage, on aura fait un pas important vers le développement de notre pays. Parce qu'on aura déconstruit la pauvreté à la base en mettant l'accent là où il faut. C'est à ce niveau-là qu'on peut générer les emplois dont notre pays a besoin et surtout générer les ressources nécessaires ensuite pour investir dans les autres secteurs. On parle également des infrastructures et des téléservices. Alors, en dernier mot, pour l'agenda post-2015, que préconisez-vous? Que doit-on faire au Sénégal? En fait, le CONGAD a pris les devants avec ses différentes instances, conseils d'administration, direction, mais également ses réseaux thématiques et cellules. Nous avons participé au processus initié par le gouvernement du Sénégal en lien avec le PNUD dans un certain nombre de régions pour faire l'évaluation et identifier les priorités. Parallèlement, nous avons conduit notre propre processus dans les 14 régions du Sénégal. Et ce que disent les communautés, nos concitoyens, ils classent en première place sur une liste de 17 priorités la question de l'accès à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Suivent ensuite l'accès à l'eau, à l'assainissement, l'accès à la santé et à la protection sociale. Ça veut dire clairement que les populations indiquent que c'est vers ces secteurs qu'il faut aller. Et donc, il y a un effort à faire pour que la planification et l'identification des priorités au niveau du pays obéissent aussi à ces priorités identifiées par les communautés. Et c'est de cette façon-là qu'on aura des politiques proches des besoins des communautés et qui seront mises en œuvre de façon plus facile parce que les gens vont se les approprier et chacun se sentira concerné parce qu'il verra que ces priorités sont au cœur de l'action publique. Merci en tout cas, M. Boubacar Seck, directeur exécutif du CONGAD, qui nous parlait des objectifs du millénaire pour le développement 2015. Rendez-vous l'année prochaine, sans doute.
On le souhaite et on l'espère. Pour notre bilan. Merci en tout cas. Le ministre de l'Élevage en tournée s'est rendu à Tambacounda pour visiter les zones d'approvisionnement après l'étape de Kaffrine et de Birkelane. Aminata Mbengue Ndiaye a visité Kotiari où elle annonce un niveau satisfaisant d'approvisionnement en moutons. Il était accompagné à Kotiari par notre reporter Amilou Diop. Voici son reportage. Kotiari, localité située dans la région de Tambacounda, tient son marché hebdomadaire tous les lundis. Et en cette veille de fête de Tabaski, le marché est bien approvisionné en moutons. Le ministre de l'Élevage a rencontré ici les éleveurs et a recueilli les différentes préoccupations par rapport surtout à la construction d'un forail et à l'accès au financement. À toutes ces sollicitations, Aminata Mbengue Ndiaye a rassuré. Après Kotiari, direction Kidira, porte d'entrée de milliers de moutons. À ce jour, plus de 130 000 moutons ont franchi la frontière. Des milliers d'autres attendent. Les autorités ont pris des mesures pour faciliter aux éleveurs le transport. En tant que président des éleveurs du département de Bakel, je vois que ça va aller, ça va marcher aussi. On aura la certification par rapport à la Tabaski. Pour ce qui concerne l'approvisionnement, ça va continuer jusqu'à un jour avant, je crois, la Tabaski ou 2 jours avant la Tabaski. Nous allons continuer à recevoir également les rapports journalièrement pour savoir le nombre de têtes qui sont rentrées et au niveau des autres frontières également que nous avons avec les autres pays limitrophes, nous surveillons également ce qui se passe à ces niveaux. L'objectif des autorités sénégalaises est d'arriver à une autosuffisance en moutons. Pour y arriver, le ministre de l'Élevage a demandé aux éleveurs de s'organiser davantage et pour les accompagner cette année, 200 tonnes d'aliments sont mises à leur disposition. Le Comité national de gestion des inondations fait le point sur les travaux en cours afin de faire face au phénomène. Une réunion d'évaluation qui a mobilisé plusieurs préfets des différents départements du Sénégal. Fatounia. Renforcement des digues de Saint-Louis, prise en charge des communes de Kaolack, Thiès, par des programmes d'évacuation de pluie. Voilà quelques points qui ont été soulevés pendant la réunion du Comité national de gestion des inondations. Il faut juste savoir que la problématique des inondations ne concerne pas seulement Dakar. Donc quand on parle de banlieue, il ne s'agit pas pour nous quand même de faire une fixation par rapport aux banlieues de Dakar. Donc ça a une dimension assez large parce qu'il est de constat que ces banlieues quand même, on les retrouve partout au Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons convié à cette rencontre tous les gouverneurs de région pour qu'on puisse faire ensemble l'état des lieux par rapport à la gestion de l'hivernage 2014. Pour ce qui est des écoles et des mosquées inondées, le ministre rassure. Le projet Oubitei-Djangitei sera aussi effectif dans ces écoles. On est en train de procéder au pompage des eaux qui se trouvent sur les lieux de culte et effectivement aussi sur certaines écoles pour rendre le cadre beaucoup plus harmonieux afin quand même de permettre à ces fidèles musulmans de pouvoir satisfaire à ce rituel de Tabaski et éventuellement aussi permettre aux élèves de pouvoir regagner les classes dans les meilleures conditions. Le ministre tire un bilan à mi-parcours satisfaisant dans l'exécution des travaux. D'ailleurs, elle compte mettre en œuvre un dispositif pour préparer la saison de l'hivernage prochaine. Un acquis de taille pour le Sénégal, premier pays de la sous-région à bénéficier d'un système de récépissé d'entrepôt. L'instrument vise à promouvoir la commercialisation des céréales et produits locaux, cela grâce à un accès facile au financement bancaire et aux infrastructures modernes de stockage. Une expérience qui s'est avérée concluante en Afrique australe. Des détails avec Alassane Diédiou. Fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal, la Société financière internationale SFI et la coopération japonaise, le système de récépissé d'entrepôt est un instrument de promotion économique dont le levier principal repose sur la mise en synergie des acteurs de la chaîne de valeur agricole et les institutions de financement. Le système de récépissé d'entrepôt permet justement à cet agriculteur d'accéder à un financement. Il leur permet également d'améliorer la commercialisation de leurs produits parce qu'un ensemble de petits producteurs peuvent tout à fait stocker dans un entrepôt donc de stockage l'ensemble de leurs produits et négocier ensemble des achats groupés.
Le principe qui régit le fonctionnement de ce système est basé sur un document. Ce document qui sert de récépissé garantit aux producteurs, aux transformateurs, aux commerçants l'accès au financement et aux infrastructures et présente aux banquiers des offres fiables de financement. 20 à 40% de la production est perdue et ça c'est un mécanisme qui permettra de réduire les pertes, d'augmenter les revenus dans la filière et également de créer une autonomie financière pour tous les exploitants agricoles et tous les intervenants dans la filière. Élaboré et mis en œuvre dans le cadre des projets phares du plan Sénégal émergent visant à moderniser de façon structurelle l'économie du Sénégal, le système de récépissé d'entrepôt cible particulièrement la filière riz de la vallée du fleuve. Le Sénégal a opté pour le riz comme étant le projet pilote, puisque le riz, comme vous le savez, c'est la denrée principale de consommation des Sénégalaises et des Sénégalais, mais aussi le programme que le gouvernement du Sénégal a entrepris pour l'autosuffisance en riz est également extrêmement vaste, avec l'horizon 2016-2017 de 1,6 million de tonnes de riz paddy, soit 1 million de tonnes de riz blanc. Donc le riz va constituer donc le projet pilote, et naturellement, à partir de là, nous allons pouvoir l'étendre sur les autres filières céréales. La part du riz dans l'économie du Sénégal, notamment en termes de balance commerciale et de sécurité alimentaire, est un paramètre qui entre largement en compte dans l'implication de la coopération japonaise dans le financement du système de récépissé d'entrepôt à hauteur de 500 millions de francs CFA. Un geste auquel les autorités sénégalaises sont particulièrement sensibles. Pour donner un signal fort de cette volonté politique, le ministre en charge du commerce s'est engagé à créer les conditions d'existence d'un cadre institutionnel et normatif à ce programme SRE d'ici à l'an 2015. La gare routière des Beaux-Maraîchers sous les feux. Quand certains se conforment à la nouvelle donne, d'autres boudent les lieux. La tension sur ce nouveau site alimente la polémique. Conséquence, depuis hier, mercredi, les chauffeurs de véhicules qui assurent le transport entre Dakar et plusieurs autres localités sont en grève. Le conseil exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, prend les devants face à la presse. L'institution s'est prononcée sur cette affaire. Amsatou Sey. Le refus de certains transporteurs interurbains de rejoindre la gare routière des Beaux-Maraîchers est à l'origine du mouvement d'humeur qu'observent les chauffeurs. Inaugurés depuis le 11 août, les Beaux-Maraîchers devaient être le point de départ de tous les véhicules à destination de l'intérieur du Sénégal, ce qui n'est pas le cas. Alors, il se trouve que, ayant attendu très longtemps et ne voyant pas venir, ceux qui avaient accepté véritablement de regagner la gare se sont sentis quelque part lésés, dans la mesure où les populations aussi, trouvant plus facile de regagner ces véhicules qui étaient à bord de leur domicile, ont déserté quelque part la gare, réduisant très fortement la fréquentation. C'est cela qui explique ce mouvement d'humeur que nous comprenons, mais qui est déplorable. Une situation déplorable pour les usagers. L'État, par le biais du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, exhorte les récalcitrants à rejoindre la gare. Je suis en relation avec toutes les autorités administratives du département de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, avec le gouverneur de Dakar, pour que les mesures idoines soient prises afin que toutes ces personnes-là qui exercent indûment hors de la gare routière des Beaux-Maraîchers regagnent dans les plus brefs délais donc la gare. L'État a pris les dispositions nécessaires pour que véritablement tous les opérateurs réintègrent la gare routière. Autre point de précision pour le directeur général du CETUD, l'ouverture des gares routières privées. Il y a un arrêté qui est là, qu'on peut mettre à votre disposition, qui permet à tout un chacun d'ouvrir une gare routière privée, mais à des conditions bien déterminées. C'est l'arrêté interministériel 3460 en date du 13 avril 2010 déjà. Et cela définit très clairement, pour ouvrir une gare routière, comment est-ce qu'il faut procéder. À la date d'aujourd'hui, seule une gare routière privée existe au Sénégal, celle de Thiès. D'autres demandes d'agrément sont en cours d'étude. Comment trouver des fonds pour mieux lutter contre la désertification forestière? La question a été largement évoquée lors d'un atelier de validation de la stratégie financière intégrée en matière de gestion durable des terres sur initiative du ministère de l'Environnement en partenariat avec Global Mécanique. Aïssatou Dioptal.
Suite à la conférence de Rio 92, le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déforestation. Il a aussi adopté son programme d'action nationale de lutte contre le phénomène. Ainsi, cet atelier est organisé dans le but d'examiner des voies et moyens pour améliorer la mobilisation financière de gestion durable des terres. Elle va nous permettre de voir un peu comment formuler des arguments économiques puissants pour un peu attirer les investissements publics et privés dans le cadre de la GDT. Elle va aussi nous permettre aussi donc de voir les contraintes, les difficultés qui font qu'aujourd'hui on a des difficultés pour mobiliser les ressources financières. Nous pensons aussi que dans cette étude qui sera bientôt validée, nous allons pouvoir donc relier les politiques de GDT et les processus d'élaboration, les relier aux ressources financières disponibles. De rechercher des sources et des mécanismes de financement novateurs pour combattre la désertification et la dégradation des terres, au-delà des sources classiques, c'est-à-dire les budgets nationaux et l'appui de la coopération bilatérale et multilatérale. Plus de 60% de la population tire ses moyens d'existence des ressources naturelles, principalement des terres. Ainsi, le gouvernement du Sénégal compte appuyer le projet jusqu'à son aboutissement. Ce processus a du reste abouti cette année à l'adoption du plan d'action national de lutte contre la désertification, PAN-LCD, du Sénégal aligné au plan cadre stratégique décennal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Je puis vous assurer que les autorités nationales seront très attentives à vos conclusions, qui seront sans doute pertinentes pour l'identification et le développement de sources novatrices et complémentaires de financement de cette thématique, au regard de la diversité et de la complémentarité des experts ici présents. À l'issue de cet atelier, les acteurs espèrent trouver une stratégie pour la mise en place d'un mécanisme de financement efficace. Des recommandations vont être formulées pour une approche de plaidoyer auprès des partenaires du secteur. Ebola en Guinée, des rumeurs alimentent des réactions hostiles envers les équipes de prévention dans le pays suite à l'attaque perpétrée contre les agents de la Croix-Rouge. Ces derniers ont enterré une femme supposée morte d'Ebola, une situation que les populations de la zone forestière avaient du mal à admettre. À Forêt-Caria, au sud de la Guinée, on est passé tout près du drame. Mardi, une équipe de la Croix-Rouge a été violemment prise à partie ici. Elle était venue enterrer une femme soupçonnée d'être morte d'Ebola, mais elle s'est retrouvée nez à nez avec des habitants décidés à récupérer la dépouille, persuadés qu'ils étaient que la Croix-Rouge voulait découper le corps. La rumeur avait couru toute la journée. Ils sont venus se heurter sur la Croix-Rouge et déchirer le sac mortier, retirer le corps, commencer à jeter les pierres sur le véhicule, sur les agents, et aller prendre le chauffeur pour l'étrangler et lui retirer une des clés du véhicule. Pas de morts ni de blessés cette fois. Mais ces heurts se sont déroulés quelques jours à peine après le drame de Womé, en Guinée forestière. 8 personnes en mission de sensibilisation, dont le sous-préfet et un responsable régional de la santé, ont été tuées par des villageois qui les accusaient de venir propager le virus. La rumeur toujours. Pour leur famille, c'est l'incompréhension. Pour leurs collègues aussi, et notamment les journalistes. Parmi les victimes figurent 3 employés des médias qui accompagnaient la délégation. C'est un acte que nous déplorons tous, d'abord en tant que citoyen simple, mais aussi en tant que confrère. Jusqu'ici, la Guinée n'avait pas connu l'assassinat des journalistes. Mais pour ce député de Guinée forestière, ce qui s'est passé à Womé n'a malheureusement rien d'étonnant. Les campagnes de prévention du gouvernement, dit-il, ne tiennent pas compte des spécificités locales et cela fait le lit des rumeurs les plus folles. C'est clair que c'est une approche qui ne marche pas, dans la mesure où ça ne change pas les attitudes, les comportements et les connaissances des gens, et dans la mesure où, d'un cas qu'on a eu depuis le mois de février officiellement, on est arrivé à presque 1000 cas à la date d'aujourd'hui. 27 personnes suspectées d'avoir participé au meurtre ont été arrêtées. Elles sont actuellement détenues ici à Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière. Le nombre de cas d'Ebola s'élève maintenant à près de 6 000 pour un peu moins de 3 000 décès. Les statistiques de l'OMS
constamment en hausse, prouve que l'épidémie gagne du terrain. C'est toujours une urgence de santé publique mondiale. Mais puisque le virus n'intéressait pas le lobby pharmaceutique, l'arsenal thérapeutique reste désespérément pauvre. Considéré comme une maladie des pauvres, Ebola est en réalité une menace pour le monde entier. Ebola, une affaire de tous. C'est une chronique signée Oumar Diawa. 6 mois maintenant qu'Ebola est apparu en Afrique de l'Ouest. Autant dire qu'il a fini d'installer ses quartiers dans une partie du continent qui jusque-là ignorait ce mal apparu pour la première fois en Afrique centrale il y a exactement 38 ans. Face à Ebola, la médecine, si elle n'est pas totalement impuissante, ne dispose que de peu de moyens thérapeutiques. C'est que les multinationales pharmaceutiques n'ont pas beaucoup investi dans la recherche de remèdes contre un micro-organisme dont le Nord se croyait à l'abri. Et puis, à quoi bon consacrer une fortune à la mise au point de médicaments qu'on mettrait une éternité à rentabiliser ? Parce que la fièvre Ebola est avant tout une maladie des pays pauvres, aux infrastructures sanitaires délabrées ou inexistantes, des zones à la nature abondante mais ravagées par des guerres fratricides et ruinées par la malgouvernance. Ajoutez à cela le fatalisme, l'attachement aux rituels funéraires communautaires de contact, l'hygiène sommaire, la fiction des frontières et vous obtiendrez un TNT viral qui envoie des éclats mortels loin de l'épicentre. L'évolution de la maladie peut être comparée à une suite géométrique dont la raison est facile à déterminer. Devant ce que l'OMS qualifie d'urgence de santé publique mondiale, MSF dénonce une coalition de l'inertie. L'administration Obama semble enfin comprendre qu'il faut réagir vite, car nulle part sur cette petite terre indivise des hommes, on est totalement à l'abri, sauf à migrer au-delà des cercles polaires, royaume des glaces, milieu microbiostatique. Des GIs vont être aéroportés en Afrique. Souhaitons que l'opération ne tourne pas au Vietnam sanitaire pour ces poor boys. La responsabilité collective est engagée, celle des dirigeants africains encore plus. Déjà, au premier sommet USA-Africa, le Sénégal avait élevé la voix et indiqué la voie. On a perdu du temps et le combat alors, à Dieu ne plaise. Pèlerinage à la Mecque, c'est le début de la sacralisation pour les Oudjadj sénégalais. L'acte s'appelle Armal et marque le début du Hajj. Pour vous en parler, notre envoyé spécial El Hadj Amadou Aramthiam. L'élément n'est pas encore sur place. Je vous rappelle que c'est le début du Hajj avec la sacralisation où Armal, les pèlerins sénégalais, se sont prêtés à cet acte, un rituel qui marque donc le début du Hajj. Et pour nous en parler, nous retrouvons notre envoyé spécial, El Hadj Amadou Aramthiam. Ils ont arboré leurs habits de ihram avec ces 2 pagnes de couleur blanche. Ils sont venus à la station Bir Ali pour l'ultime étape de la sacralisation. Un moment fort et d'intention qui marque le choix du type de pèlerinage. Cette étape-là est très important. Ça fait partie des étapes qu'on ne peut pas rattraper si on le perd. On perd le Hajj. C'est le ihram qui se fera dans 1 heure à Bir Ali. C'est très important pour les pèlerins. C'est de là-bas qu'ils vont décider de quel Hajj qu'ils vont faire après les 2 rakas dans la mosquée. Toute personne désirant faire le Hajj est tenue d'entrer en sacralisation dans des endroits destinés à cet effet et appelés miqat. Le miqat est un lieu délimité par le prophète en fonction de la provenance du pèlerin en partance pour la Mecque. Il y a d'autres stations que vont passer les autres pèlerins qui ne viennent pas de Médine. Mais pour Médine, c'est Bir Ali. Les pèlerins du premier vol sont entrés en état de sacralisation. Nous avons déjà formulé notre intention d'être les 2 rakas, Fatiha al-Kafirun et 2e raka Fatiha al-Wallahu. Ressentir une très grande joie et rendre grâce à Dieu d'avoir eu l'opportunité de venir dans ces lieux sacrés. Station Bir Ali, dans le cœur de Zul Ouleifa, à 13 km de Médine. Ici, ils sont venus déposer leurs actes de la sacralisation, l'intention première qui les met dans les conditions du Hajj. Avec la talbiya chantonnée en chœur durant tout le trajet de la Mecque, ils répondent présents à l'appel du Seigneur, Maître du monde.
La communauté mouride signe une déclaration pour la promotion de la paix et de l'équité initiée par la fondation Jimmy Carter. C'est à l'occasion de la 51e convention de l'ISNA, Islamic Society of North America, ouverte par un message en visioconférence du président Barack Obama. C'est la première fois qu'une délégation étrangère est invitée à cette manifestation. Envoyé spécial à Michigan, Abibou Mbaye. La convention est ouverte par le message du président Barack Obama, message à travers lequel il salue les efforts de l'ISNA et exhorte les musulmans à la vigilance face aux attaques perpétrées sous la bannière d'un islamisme radical. Un discours qui conforte le statut de la plus grande organisation islamique en Amérique du Nord, ISNA. Et cette convention est une occasion pour les différents responsables de l'ISNA de revenir sur les grands hommes qui ont porté l'organisation au-delà des frontières américaines. L'imam Majib et les musulmans vivant aux États-Unis ont, disons, voulu mettre en exergue l'apport et l'intérêt des enseignements et de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, notamment sa non-violence, qui l'a mené à dire « Inni ujahidu bil-hulumi wat-tuqa, abdal hadiman wal muhaymin shahidou ». Mon combat, mon djihad se fait par la science et la crainte de Dieu et la piété, mais nullement par les armes, si vous voulez. Donc c'est tout dire l'intérêt de ce que j'appelle cette non-violence musulmane prêchée par Cheikh Ahmadou Bamba et dont les musulmans vivant aux États-Unis ont plus que jamais besoin, surtout dans le contexte mondial et géostratégique actuel, qui est marqué par les clichés et les images négatives d'agression de l'islam, de terrorisme, d'extrémisme, etc. Il revenait à l'ancien président américain Jimmy Carter de livrer les pans importants de son parcours dans la lutte contre les inégalités sociales et d'appeler les leaders du monde à signer cette déclaration pour la promotion de la paix et de l'équité. Ce que la délégation venue de Touba, conduite par Serigne Cheikh Bara Matiley Mbacké, aux côtés de Serigne Mamor Mbacké, d'adopter par cette signature, aux côtés de l'ancien prix Nobel de la paix, Jimmy Carter. Touba était l'invité d'honneur de cette convention. L'imam Majid nous a honorés d'avoir. L'imam a fait un grand discours en saluant les efforts des mourides au Sénégal et dans le monde entier, en saluant la ville sainte de Touba, qui est une ville exemplaire dans le monde. C'est un honneur pour Touba et c'est un honneur pour la Oumma islamique et c'est un honneur encore pour le soufisme dans le monde entier, qui est combattu de gauche à droite. La délégation de Touba est l'une des premières étrangères, aux côtés de celle du Nigeria, à participer à cette grande assemblée islamique. Et cela est bien fondé. Partout où il est question de l'islam dans le monde, la contribution de Serigne Touba et de la Mouridia est toujours considérable. L'islam prône l'ouverture de ces différentes écoles de pensée. C'est ce qui est à l'origine de cette percée de la Mouridia un peu partout à travers le monde. Et nous œuvrons toujours dans cette voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba. Touba dafa war a feeñ boo xam ne feeñ na wante nag feeñ bu nga xam ne nit ñi ko war a xam dëgg di ay jàmbur loolu kooku des na te li occasion la pour loolu. Ainsi, Serigne Cheikh Bara Matiley Mbacké de saluer les pans importants franchis par la Mouridia ces dernières années, confirmés par cette participation de la délégation du Khalife général des Mourides à cette 51e convention de l'ISNA dans cette partie des États-Unis, le Michigan, où l'islam avance à grands pas. B+, triple A ou triple B, ce sont là des notes attribuées à des entreprises, tout un lexique. Dans la rubrique économie du jeudi, Aram Daou nous convoque devant le jury de la notation financière. Ce concept économique issu d'une vieille culture anglo-saxonne fait des percées en Afrique. Et comment? Aram Daou. Elles détiennent de précieuses signatures qui vous dispensent de garanties et vous permettent d'emprunter à des taux moindres. Le triple A par exemple. Tout autant, ces agences ont de ces notes dégradantes qui rendent les levées de fonds moins triomphales, voire impossibles. Moody's, Fitch, Standard & Poor's, les trois plus grandes agences de notation, Moody's étant la plus ancienne. Moody's, c'était un journaliste spécialisé dans le domaine de l'information financière. À un certain moment donné, compte tenu du développement des activités commerciales et financières aux États-Unis, Moody's a transformé sa société d'information financière en agence de notation. Voilà une centaine d'années que la notation fait son chemin. Parce qu'elle évalue les risques de crédit, elle est devenue une référence sur le marché financier. En Afrique, particulièrement dans la zone UEMOA,
Elle a tardé à s'installer, mais elle est bien là. Seydina Tandian est le PDG de WARA, West Africa Rating Agents, une agence de notation qui existe depuis 2005. Il nous raconte ses débuts peu évidents. Peu de gens y croyaient. En février 2006, lorsque j'ai présenté à Dakar pour les régulateurs comment cette réforme pouvait se faire, il y a eu des participants qui ont dit, mais vous imaginez, nous allons acheter des obligations qui sont uniquement notées où il n'y a pas de garantie. C'est de la folie, monsieur, vous racontez des histoires. Eh bien, je puis vous dire que le premier emprunt non garanti a été émis en 2013 à Abidjan par une note WARA. Une grande expérience dans l'administration publique, le monde des entreprises, des assurances. Voilà entre autres le socle de ces agences de notation, des hommes de qualité et à côté, des données de qualité. Il y a les données que nous recueillons par nous-mêmes, par nos propres soins, par notre savoir-faire. Et il y a les données que nous recueillons au niveau de l'entreprise. Chez WARA, nous avons pris le parti de ne faire que des notations sollicitées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise s'engage dans un contrat à nous livrer toutes les informations dont nous aurions besoin, sans quoi nous arrêtons le processus de notation. Le port autonome de Dakar fait partie des rares entreprises sénégalaises qui se sont déjà soumises à l'exercice. Début 2014, pour sa première notation, l'agence WARA lui décernait un triple B+, avec une perspective stable, une note qui lui permet d'émettre sur le marché financier régional sans garantie. Autre entité qui s'est aussi frottée à la notation, la mairie de Dakar, première collectivité locale à faire appel à la notation au Sénégal. Cette notation a été faite dans le cadre du projet d'émission obligataire que la ville a entreprise depuis maintenant 2 ans. La ville a été notée triple B+, donc c'est 3B+. Ce que 3B+ veut dire que le risque aujourd'hui associé à un défaut de la ville de Dakar est très modéré. Depuis une dizaine d'années, l'État du Sénégal lui aussi se fait noter. La dernière, un B+, avec une perspective stable, signé Standard & Poor's. Quand on compare les pays de l'UMOA, actuellement, quand même, le Sénégal fait partie des pays les mieux notés, avec la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, le Sénégal a fait 3 levées de fonds sur ce marché-là. Récemment même, le gouvernement du Sénégal vient de lever 500 millions de dollars sur le marché international. Pays, entreprises, collectivités locales, banques, aucune de ces entités ne se fait noter de la même façon. Notre but, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est l'évaluation du risque de crédit. Est-ce que l'entité en question, quelle est la probabilité qu'elle puisse payer ses dettes en temps et en heure? Donc, lorsque une entreprise par exemple, est notée A, que sa note est dégradée, devient A-, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que la qualité de sa dette s'est dégradée. La notation a encore du chemin à faire en Afrique. C'est une référence qui permet à ceux qui aspirent au développement d'obtenir les investissements qu'il faut à un taux des plus bas. Une nécessité pour émerger. Ambiance de colonie de vacances dans ce journal. 120 colons de la RTS hument l'air de Saint-Louis, la vieille ville pittoresque. Sur la plage de l'Hydrobase, plusieurs activités pour un séjour de 2 semaines. Que du bonheur, Souleymane Touré. Nous sommes à Saint-Louis, capitale du Nord, une ville ancienne qui accueille les enfants de la colonie de la RTS. Ils sont ici pour quelques jours de vacances. L'activité ludique, restauration, sport, rien ne sera laissé au hasard pour satisfaire les enfants. Autre aspect important des vacances, l'hébergement. Sur ce plan, toutes les dispositions ont été prises pour un bon séjour dans la vieille ville. Côté encadrement, l'on veille bien sur les vacanciers. Ils sont surveillés et bien encadrés. La colonie de vacances se passera ici dans cet endroit calme, propice à l'apprentissage et à la distraction.
Puis nous parlons de sport. L'Espagne a abrité les championnats du monde de tir au pistolet, au fusil et à la carabine du 6 au 20 septembre dernier. Le Sénégal était au rendez-vous de cette compétition d'un très bon niveau qui a permis à Guinagnan de réaliser les minima qualificatifs pour les JO de 2016 au Brésil. De retour de Granada en Espagne, Sensei Ladiat Malo revient sur la participation sénégalaise. Granada a accueilli du beau monde à l'occasion de cette 51e édition. 111 nations, 2500 participants, dont les 12 tireurs sénégalais. Situé à quelques kilomètres du centre de Granada, Algabias, une ville de près de 18 000 habitants, abrite le site international de tir Juan Carlos. À ce niveau, les Espagnols ont réussi la 51e édition des championnats du monde qui a vu les meilleurs tomber, non sans combattre. Le Sénégal, avec 12 tireurs, a saisi cette opportunité pour préparer les prochains championnats d'Afrique de Pretoria en 2015 et grâce à Sinagnan qui a réalisé les minima qualificatifs pour les JO de 2016 au Brésil. En effet, c'est lors de la deuxième journée aux épreuves du 10 mètres pistolet à air comprimé que Sina a réalisé 371 points, plus que le minima demandé par l'ESSF qui est de 365 points. Si Sina a pu réaliser les minima, je peux dire que c'est historique, c'est une satisfaction. Alors, ce qu'on était venu chercher, et comme je l'ai toujours répété, nous ne sommes pas venus ici pour battre les meilleurs mondiaux, mais c'était simplement pour travailler le mental avec les minima. Nous pouvons espérer obtenir au moins une invitation. Et nous allons nous y atteler. Et bien entendu, l'objectif, c'est de préparer l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est en 2015, novembre 2015, et nous avons encore du travail. Il nous reste au moins 10 à 11 mois de travail et peut-être, pourquoi pas, d'aller faire des stages. Avec 53 épreuves pour 15 jours de compétition, les championnats du monde étaient d'un niveau très relevé. Malgré ce manque de moyens notoires, les Sénégalais se sont bien défendus et les deux Sénégalaises ont frôlé de peu l'exploit de faire les minima. Il s'agit de Fatou Seck et de Mame Mariam Fall au 10 mètres air comprimé. Clément Fakhouri a suscité l'espoir dans le camp sénégalais lorsqu'il a fait le plein de cartouches, 25 sur 25 à la première série. Dans l'après-midi, il a rencontré un adversaire de taille, le vent, et ce changement de climat imprévisible. D'ailleurs, ce même adversaire a perturbé les meilleurs au monde. Le score réalisé devait l'éliminer de la course au podium. Il ne lui restait que le minima à faire, et ce fut la catastrophe. Contre-performance totale. C'est avec amertume que Clément devait ranger son fusil tout en pensant à Pretoria, en y allant avec une bonne préparation. Tireur de haut niveau, champion d'Afrique en 2012 et vice-champion d'Afrique en 2014, Clément est candidat membre à la commission des athlètes de l'ISSF. Ça me motive surtout qu'aujourd'hui, vu les résultats qui sont en face, aussi bien pour les tireurs au pistolet que les tireurs au fusil, et on voit cette progression depuis une année qui est fulgurante, donc ça fait plaisir bien entendu parce qu'il y aurait sûrement quelqu'un aujourd'hui dans le comité pour défendre tous les tireurs, notamment les tireurs sénégalais. Globalement, le bilan est positif, avec la performance de Sinagnan et tous les enseignements tirés de ce rendez-vous mondial à retenir pour les championnats d'Afrique de 2015 en Afrique du Sud. Sinagnan qui signe donc son ticket pour les JO 2016. Une dernière note dans ce journal. Cet après-midi, le président de la République, Macky Sall, est allé présenter ses condoléances à Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, à la cité Serigne Mourtala, sur la VDN. C'est à la suite du rappel à Dieu de Sokhna Daba Bousso, mère du porte-parole du Khalife général des Mourides. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à Serigne Bassirou et à toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Les rapports d'amitié entre le porte-parole de la communauté mouride et le président Macky Sall ont été rappelés à l'occasion. Les différents responsables de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba ont salué
le déplacement du chef de l'État. Le président de la République s'est aussi rendu à un autre lieu où il a présenté également ses condoléances à la famille de feu Ibra Degenka. C'était à la SICAP Karak. Ibra Degenka, un diplomate chevronné dont l'action a toujours été guidée par le rayonnement de la diplomatie sénégalaise. Ibra Degenka était ambassadeur du Sénégal à Genève, à Washington et à New York, où il a représenté le Sénégal à l'Assemblée des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. D'autres informations un peu plus tard dans la soirée. Merci à tous.